formidable. Il y a déjà tout un tas de questions qui arrivent. Je vais les dire toutes de telle manière que tu puisses prendre le temps déjà de commencer à y réfléchir, choisir ensuite par lesquelles tu veux commencer tranquillement. Et de telle manière aussi que ceux qui n'ont pas rempli de petits papiers, mais qui ont aussi des questions, les peaufinent bien. Et ensuite, donc, on passera à vos questions. Donc, je te dis les premières qui me sont arrivées. Dans le désordre, une première qui te propose de réfléchir sur les termes. Qu'est-ce que tu dirais entre anthropocène et capitalocène? Qu'est-ce que te suggère cette comparaison? Toujours dans les questions plutôt générales. Quelque chose, revenir au fond sur ce que tu as déjà évoqué un petit peu, hein, à savoir les courants de pensée, auteurs, acteurs, qui prétendraient résoudre par la technologie des problèmes qui ont été créés par la technologie. Donc revenir sur cette contradiction apparente, ou l'approfondir. Une question qui te demande quelle serait la place de la culture. C'est général, on voit si tu veux répondre dans cette évolution à laquelle que tu appelles de tes voeux. Toujours, je reviens sur ma première question. Anthropocène, capitalocène, profitocène, propose aussi une autre personne. Alors, de manière peut-être plus concrète ici, quelqu'un qui rentre un peu quand même dans certains détails importants, si on veut sauver la Terre des échéances qui la menacent, ne faudrait-il pas agir drastiquement sur des choses très concrètes, les transports maritimes, aériens et terrestres, l'exploitation minière? Est-ce que tu peux peut-être donner quelques indications sur ce qui te semble prioritaire peut-être, hein, dans ce champ-là? Bon, voilà une première peut-être série de questions. On va laisser Jean-François choisir ce qu'il veut ici pour répondre, et ensuite on va passer à vos questions pendant que d'autres papiers arrivent. Formidable. Ok. Alors sur le capitalocène, oui, bien sûr, vous avez complètement raison. Je ne sais pas d'où vient la question. On pourrait aussi parler de mégalocène, si vous voulez. Mégalocène, capitalocène. Je suis tout à fait d'accord avec ces termes-là. Je préfère quand même garder anthropocène. On pourrait en discuter. Je préfère quand même parce que capitalocène pourrait laisser penser que seul le libéralisme et le capitalisme est responsable de l'état dans lequel on est. Alors effectivement, c'est un très grand acteur de la dégradation des conditions de vie sur Terre, mais ce n'est pas le seul. On aurait très bien pu imaginer Staline faire autant de dégâts sur la biosphère que le libéralisme. Bon, mégalocène me conviendrait peut-être un petit peu mieux, parce que mégalocène, c'est l'idée d'excès, c'est l'idée de démesure, c'est l'idée que la pensée occidentale, et c'est profondément vrai, si elle a gagné un petit peu, si gagner veut dire quelque chose, son combat avec les Indiens et avec les Chinois, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a accepté de raisonner en termes de démesure comme jamais la pensée chinoise ou la pensée indienne ne s'est autorisée à le faire. Elle a accepté de taper dans les ressources fossiles, par exemple, de la planète comme jamais aucune autre civilisation ne s'est autorisée à le faire. Et donc, mégalocène, capitalocène me conviendrait, oui, pourrait me convenir. Je conserve le mot anthropocène, c'est pour bien noter quand même que les conséquences, elles risquent d'être anthropiques. Les conséquences, même si elles ne sont pas de la responsabilité de tous les hommes sur Terre, elles pourraient concerner tous les hommes au final. Donc, je garde quand même le terme anthropocène plutôt que capitalocène pour espérer avoir une mobilisation plus collective autour de ce déclic, à mon avis, que l'anthropocène peut causer, peut susciter. Voilà, innovation, revenir sur cette idée, c'est une idée profonde. J'essaye de terminer un autre livre à ce sujet, sur ce cycle. Doit-on ou pas compter sur les technologies pour nous sortir des problèmes que nous ont causés les technologies? Fondamentalement, nous sommes aujourd'hui, j'ai passé trop rapidement là-dessus, mais dans une philosophie de l'innovation dans des proportions qui sont vraiment exorbitantes. Aujourd'hui, comment ça se passe? Vous le savez, je crois qu'il y a des gens du CNRS ici, il y a des chercheurs peut-être. Vous savez comment ça se passe? La recherche est devenue une affaire privée. Comment s'opère la recherche? La recherche, c'est simplement des recherches de disruption, de rupture. Vous voyez, la véritable stratégie, on recherche tout ce qui est l'occasion de faire des différences et on voit si sur le marché, ces différences peuvent conduire à prendre des parts de marché et à faire des bénéfices. C'est comme ça qu'est guidée la recherche aujourd'hui. L'innovation, c'est ça. Il n'y a plus réellement de politique publique qui réfléchit
aux grands axes d'évolution et de progrès que l'on souhaiterait mettre en œuvre, ce sont des multinationales qui réfléchissent en fonction de parts de marché, en fonction de filières. Voilà, donc quand je dis qu'il faut sortir de cette philosophie de l'innovation pour entrer dans une pensée de la transformation, je veux dire qu'il ne faut pas s'arrêter de réfléchir, il ne faut pas faire une croix sur la capacité de la réflexion humaine à améliorer les conditions de vie, mais il faut mettre en place un regard et un système de valeurs politiques pour carrément donner une approbation à tout ce qui peut permettre d'améliorer les conditions de vie sur Terre en vision de longue durée et de freiner tout ce qui est certes capable de susciter des bénéfices, mais qui est un accélérateur d'anthropocène à court terme. Voilà. Je dis quelque part, je crois qu'il faudrait qu'on invente peut-être une sorte de tribune. On parle du principe de précaution aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. Déjà, moi qui suis dans les entreprises tous les jours, je sais que le principe de précaution est fustigé par tous les industriels qui pensent que ça conduit à prendre du retard. Les Chinois n'en ont pas, ils vont nous doubler, il ne faut pas réfléchir, il faut cesser de se poser des questions, il faut foncer. Si nous n'y allons pas, les autres iront. Donc, vous voyez. Et donc, je disais quelque part, j'ai un chapitre, je crois, dans mon livre qui dit qu'il faudrait envisager un nouveau permis d'engager l'avenir de l'humanité. En fait, il faudrait une sorte de tribunal qui soit un peu comme le principe franco-français de précaution, mais au niveau mondial, qui soit un lieu où des gens habilités, sous contrôle public, seraient amenés à décider quels sont les types d'innovations que l'on autorise et ceux sur lesquels on veut soit du recul, soit de la précaution. Est-ce qu'on peut vraiment faire cette évolution sans parler de décroissance et sans envisager une récession? Autre question que je t'aurais volontiers posée d'ailleurs également. À plusieurs reprises, tu évoques une planète à 8 milliards d'êtres humains. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème majeur? Donc est-ce qu'on peut continuer de toute façon, et quoi qu'on fasse, si on maintient une telle croissance démographique? Peut-être te positionner ou nous dire comment tu dialogues par ailleurs avec les propositions socio-philosophiques de Bruno Latour, autre auteur important qui a écrit des choses ces dernières années sur ces enjeux. Pas de souci, pas de souci. Allez, on continue dans le désordre. Je commence avec celle-là. Allez, vas-y. Décroissance. Décroissance, comme je vous le disais, je crois, après on peut se tromper, il faut un projet mobilisateur. Et je ne suis pas sûr que l'idée de décroître soit suffisamment mobilisatrice. Et de toute façon, pourquoi je n'en parle pas plus que ça? Nous sommes en décroissance. Ça fait longtemps que nous sommes en décroissance. On est au minimum en décroissance depuis 1987. C'est de la magouille comptable de penser que nous sommes encore en croissance. Depuis 1987, qu'est-ce qui se passe? Nous consommons annuellement, quand je dis nous, c'est l'humanité entière, plus que ce que la Terre peut régénérer. Donc on est en décroissance. On tape dans les stocks. Vous voyez, on est déjà dedans. Le problème, vous avez tous en tête ça. Je suis né en 1961. À cette époque-là, l'humanité consommait la moitié des ressources que la planète peut régénérer tous les ans. D'accord? On consomme de plus en plus aujourd'hui. En 1987, on arrive à 100%. On est aujourd'hui à 150%. Là, vous savez, on est le combien aujourd'hui? On est début juillet. Je vous parie que dans moins de 3 semaines ou moins de 4 semaines, vers le 20-25 juillet, nous allons apprendre que nous avons consommé la totalité des ressources que la planète peut régénérer en une année. L'an dernier, je crois que c'était le 3 août. Ça avance d'une semaine par an. Donc vous voyez la décroissance, oui, sûrement que plus de frugalité ne peut faire que du bien. C'est certain. C'est certain, mais on est déjà en décroissance. Mon souci est plutôt de voir comment un progrès pourrait encore être possible alors même que nous sommes déjà en décroissance. Et ça rejoint la question du 8 milliards d'individus sur Terre. Si je comprends bien, déjà, c'est 8 milliards, mais théoriquement, les démographes nous disent qu'on devrait se stabiliser autour de 9 et 10 milliards aux alentours de 2050. Et après, personne ne sait exactement ce qui pourrait advenir. Peut-être même une décroissance. Mais de toute façon, certainement qu'en vision très long terme,
si on se projette sur plusieurs siècles, c'est peut-être un peu beaucoup, effectivement, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'autres spécialistes, hein, des agronomes, des écologistes, expliquent que la planète pourrait produire et régénérer suffisamment de ressources si elles étaient bien distribuées et bien organisées, pas avec une industrie intensive, une agriculture intensive comme aujourd'hui, pourrait nourrir jusqu'à, paraît-il, je ne suis pas bien spécialiste, 20 milliards d'individus. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, il ne me paraît pas prioritaire de chercher à vouloir réduire le nombre d'êtres humains sur Terre. Ça ne solutionnerait pas finalement le plus gros des problèmes qui est dans la rationalité telle que je la développais tout à l'heure. Et Bruno Latour, je ne sais pas quoi vous dire, je lis tout ce que fait Bruno Latour, j'apprécie beaucoup tout ce que fait Bruno Latour. J'ai juste un petit souci quand il parle de territoire. Et j'apprécie beaucoup vraiment tout ce qu'il fait. Hein. Mais quand il boucle ses raisonnements, notamment dans ses derniers livres sur le territoire, il met dans le territoire comme s'il y avait une baguette magique à considérer que certains de nos problèmes de stratégie, il suffisait de prononcer le mot territoire et le mot local pour résoudre le problème. Et là, j'ai juste un petit peu de mal à le suivre sur cette question-là. Peut-être qu'il faut que je continue à creuser. Mais effectivement, ça fait partie des gens qui... Et d'ailleurs, il a écrit beaucoup de choses sur l'Anthropocène. Il a ses thèses sur Gaïa aussi qui sont vraiment très intéressantes. Et je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier de ses petits livres qui est magnifique, Où atterrir. Si vous ne l'avez pas lu, je ne sais pas s'il est là ou pas, mais en tout cas, je vous invite à un tout petit livre qui se lit, une centaine de pages, qui se lit à toute vitesse et qui explique très très bien tout ce dont on vient de parler là aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont très générales et je ne veux pas les censurer, mais il y en a d'autres aussi qui voudraient t'inviter à rentrer dans certains problèmes concrets plus précis. J'aimerais bien qu'on les suive à un moment donné, peut-être avant de revenir à des généralités. Donc, il y a déjà une que j'avais citée tout à l'heure, hein, sur la question du transport, par exemple, hein, des transports aériens, maritimes, terrestres, de l'exploitation des ressources fossiles. Également une question sur l'aspect juridique, hein, les droits nationaux, mais surtout internationaux, la question de la personnalité juridique pour la nature ou pour les êtres vivants. Bon, voilà, il y a des questions un petit peu concrètes sur lesquelles tu as certainement des choses à dire. Je voudrais bien qu'on fasse une parenthèse là-dessus. On reviendra après, je vous le promets, sur des questions qui restent très générales, très philosophiques, mais que j'oublie pas, qui sont là devant moi. Oui, alors les transports, exploitation et le droit. Non, je ne parle pas de transport. J'ai envie de dire chacun son travail. C'est certain qu'il faut arrêter de faire voyager, c'est d'un ridicule absolu. La façon dont on utilise les ressources, l'énergie, on fait faire le tour de la planète à des produits de consommation courante. Effectivement. Je ne dis rien. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas compétent, je ne suis pas qualifié, si vous voulez. Et d'ailleurs, la deuxième question que tu me posais me permet de me faire comprendre. Je crois que dans un premier temps, je travaille à ça, puis après, chacun son travail, si vous voulez. Je travaille à essayer d'éclaircir ce que pourrait être un projet de civilisation alternatif. C'est vrai que ça ne préjuge pas de la façon dont il pourrait être mis en œuvre. Et sa première implication, son premier résultat, pourrait être de réformer effectivement le droit international et les institutions internationales. On ne peut pas dire, j'en parle pas parce que je ne suis pas compétent, mais on voit bien que si j'arrivais à éclaircir complètement les idées dont je vous ai parlé, il faudrait aboutir à une gouvernance mondiale. On ne peut pas dire qu'on est dans une mondialisation. On ne peut pas dire que les informations et les produits, les marchandises font le tour de la planète à toute vitesse. Les informations le font instantanément et dire qu'on n'est pas capable d'inventer une forme de gouvernance, de gouvernance mondiale. Il va falloir le faire d'une façon ou d'une autre. Donc si je n'en parle pas aujourd'hui, c'est parce que chacun son travail et je cherche à éclaircir ce que devrait être un projet de civilisation avant de savoir comment il pourrait se décliner du point de vue juridique. Parce que je ne suis pas compétent. Mais pour les gens qui sont intéressés à ça, il y a les livres de Alain Supiot et de Mireille Delmas-Marty qui sont très très bien et qui font qui sont vraiment très très bien sur ce sujet. Je ne vais pas essayer de les parodier. Ils sont spécialistes du droit et de la philosophie du droit. Je ne le suis pas. Je vous invite plutôt à aller vers chez ces gens-là qui sont à la pointe un petit peu des réflexions dans le domaine.
Et qui disent, d'ailleurs, qui ne sont pas complètement négatifs, parce qu'ils disent qu'il y a du progrès quand même dans la matière. Je crois que Mireille Delmas-Marty explique bien comment, sur les 50 dernières années, la notion de commun, la notion de terre-mer a fait des progrès. Il n'est pas complètement impossible de... C'est pour ça que je vous disais que je ne sais pas si nous avons besoin d'une évolution ou d'une révolution dans notre façon dans la rationalité occidentale. On dit par exemple que l'Équateur vient de faire entrer la terre-mer, la Pachamama, comme il l'appelle, je crois, dans la constitution du pays. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il devient opposable à une entreprise le fait de l'obliger à respecter la terre. Une entreprise qui voudrait faire des forages n'importe comment sans avoir clairement expliqué aux citoyens ce qu'elle est en train de faire et quels sont les risques associés, elle peut se faire juridiquement interdire de continuer ses travaux. Vous comprenez, c'est très important. Je crois qu'un fleuve en Chine a été déclaré aussi, en Chine ou en Inde, a été déclaré aussi, je ne connais plus le terme, mais comment dire, on commence à prendre très très au sérieux le fait qu'il faut que ce fleuve puisse continuer à exister avec ses poissons et son eau, parce qu'autrement ça poserait un problème de civilisation. D'ailleurs, ce n'était pas le sujet, mais j'y viens, tu me coupes si tu trouves... J'avais écrit un bouquin juste précédent celui-là qui s'intitulait « De nouveaux matériaux pour de nouveaux futurs ». Vous voyez l'état d'esprit dans lequel je suis, un réalisme un peu froid et bête et cruel un peu. Eh bien, j'avais fait un livre pour essayer de me dire, au fait, si je devais faire un bilan, un panorama de toutes les alternatives au technolibéralisme, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de projets alternatifs sur Terre, les AMAP, tout ça, vous connaissez bien. Eh bien, finalement, dans ce livre-là, il y avait une quinzaine, on peut dire une quinzaine de débuts d'alternatives très significatifs. Par exemple, de tête, je cite, le développement durable. Le fait que ce terme-là, en 30 ans, soit devenu un terme qui ne fait plus rire tout le monde. Évidemment, ça ne suffit pas, il ne suffit pas d'en parler et de verdir l'économie pour que ça ne change rien. Développement durable, en soi-même, ça pose déjà question. Développement durable. L'Anthropocène dit que développement durable n'est pas possible. Mais bon, c'est déjà mieux d'en parler que de ne pas en parler du tout. Le principe de précaution dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est quand même né simplement en 1995. Il est passé en droit français dans les années 2000. Il est passé en droit européen dans les années 2010. C'est quand même quelque chose. Ça veut dire que maintenant, une entreprise normalement constituée, elle doit tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de proposer une innovation qui n'aurait pas été un petit peu réfléchie. Il y a beaucoup d'autres initiatives aussi. Il y a par exemple la responsabilité sociale et environnementale. Je suis bien placé pour savoir dans les entreprises que pour l'instant c'est un mot un peu creux. Mais c'est un mot creux avec l'obligation de faire un chapitre et mettre des arguments dedans qui sont encore creux. Mais voilà, tout le monde fait au moins le chapitre, le tiroir est ouvert. Il y a aussi toutes les AMAP, les initiatives citoyennes. Il y a énormément de débuts d'alternatives. Et je dis en conclusion de ce livre précédent, donc je dis quoi? Je dis quand on regarde tout ça, on se dit que ce qui manque, ce ne sont pas les alternatives. C'est un projet de civilisation pour les faire cristalliser, pour leur donner sens. Et il faut en fait une méthode, un nouveau type de rationalité qui permette de cristalliser et d'additionner toutes ces alternatives-là. C'est ça qui pourra représenter une force significative en face du technolibéralisme qui, lui, voudrait toujours se contenter de faire des innovations pour faire du développement et peut-être les partager si vraiment il a le couteau sous la gorge. Oui, bonjour. Alors c'est une question que j'ai posée mais qui n'est pas technique, donc je vais la poser. C'est comment vous faites pour convaincre les acteurs du G100 que vous avez défini pour passer d'une idéologie du progrès à une idéologie de l'espérance? Puisqu'à mon avis, c'est là le vrai sujet, c'est eux qui ont le vrai pouvoir et c'est eux qu'il faut convaincre. Mais ils sont très difficiles à convaincre. J'ai envie de répondre celle-là tellement elle est centrale. Tellement elle est centrale. Elle est centrale, c'est la question centrale. C'est la question centrale. Et c'est pour ça que je parle d'un G100, c'est volontairement pour essayer de mettre les plus grands acteurs ensemble. Eh bien, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on mette en place une méthode, une nouvelle rationalité, un projet de civilisation qui fasse en sorte que déjà puisse s'en suivre un système juridique différent, qui soit plus coercitif et qui ne laisse plus
ce G100 faire ce qu'il veut, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que personne n'est en responsabilité ni en droit de les interdire de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Mais il faut en plus que ce soit un projet de civilisation au sens où, du point de vue éducatif, la totalité de la population mondiale soit consciente de ces affaires-là. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin d'un nouveau projet de civilisation et qui soit prometteur. Parce que dans le fond du fond, même ce G100 a des enfants et n'a pas envie que la planète soit invivable demain. Même s'il peut rêver mettre ses enfants parce qu'il a les moyens, les mettre à l'abri sur une île un peu pas tellement polluée pendant un moment, ce n'est pas un schéma de vie qui me semble-t-il, est très porteur pour eux-mêmes. Donc, il ne me semble pas, c'est un peu utopique, mais je suis dans cette utopie-là, je l'assume. C'est un peu utopique. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux un nouveau projet de civilisation qui convainque à la fois la tête et la base, d'accord, plutôt qu'un régime autoritaire. Parce que c'est ça l'alternative, autrement. C'est ça l'alternative. Alors, elle est centrale, cette question. On va prendre ici la question de monsieur qui a un t-shirt bleu. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Chine. Est-ce que vous pensez que le rattrapage de la Chine actuellement est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Vous avez parlé des années 80, cette période où l'idéologie progressiste est entrée en crise, mais c'est une époque où eux, ils ont sorti 600 millions de personnes de l'extrême pauvreté, de l'insécurité alimentaire. Et c'est encore une région du monde où l'idée de progrès est extrêmement autoritaire, bien sûr, et il y a beaucoup de choses à critiquer, mais fondamentalement, ce projet progressiste, il est encore extrêmement porteur dans beaucoup de pays du tiers-monde. Est-ce que il faut vraiment s'en passer pour continuer à penser le changement? Vous avez raison. C'est pas que c'est une illusion. Il est encore attractif. Il est encore attractif. Pour qui n'est pas conscient de l'Anthropocène, c'est un projet encore attractif. Et vous parlez de la Chine qui a... Oui, mais la Chine a sorti 600 millions. La Chine aussi, elle a empêché de naître 400 millions de nouveau-nés avec le régime de l'enfant unique. En fait, faut avoir tout ça en tête. Et alors, votre réflexion, vous avez parfaitement raison, mais ça me fait penser... J'élargis même le propos, si vous voulez bien. J'en ai pas parlé, c'est une erreur, j'ai oublié. On parlait, voici 50 ans, des risques nucléaires. On parlait, voici 30 ans, des risques génétiques. On parle aujourd'hui des risques climatiques. Mais je vous informe sur le fait qu'il y a encore un risque beaucoup plus important que ça. Beaucoup à plus court terme. C'est les inégalités dans le monde. Elles sont en train de s'accroître dans des proportions telles qu'elles transforment le monde dans une pétaudière de façon encore plus évidente que le réchauffement climatique, au vu et au su de tout le monde. C'est pour ça que, quand je dis que ce projet alternatif doit être mobilisateur, doit être attractif, il doit l'être pour tous les laisser pour compte. Il est impossible d'imaginer un projet de civilisation alternatif tant que la moitié de la planète n'a pas à manger pour aujourd'hui et pour demain. C'est impossible. Je pense que je réponds à votre question comme ça. Je pense que la question de la réduction des inégalités est une question cruciale, mais aucun projet alternatif ne pourra voir le jour si on veut que ce projet alternatif soit capable de raisonner à un siècle devant soi. Personne qui n'a pas à manger pour ses enfants et lui-même pour les 8 jours ou le mois qui vient n'est capable de raisonner à horizon d'un siècle. Donc la priorité des priorités est aussi de résoudre au maximum ces inégalités. Mais il faut le faire quand même en faisant le maximum pour faire en sorte de ne pas être un accélérateur d'anthropocène. Parce que si les 2,5 milliards d'Africains soit qui sont déjà nés, soit qui doivent naître, si le milliard encore d'Indiens qui est en train de naître doivent atteindre notre niveau de consommation et qu'il soit clair que ce niveau de consommation soit un acte d'euthanasie de la planète, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à faire en sorte de rapidement décélérer dans d'autres parties du monde. Il y a tout un sujet là. Il y a un sujet crucial aussi. Oui, moi j'avais plusieurs remarques. J'ai trouvé que c'était un petit peu rapide dans les 250 années de faire abstraction des guerres mondiales qui avaient commencé, et des différentes révolutions qui avaient quand même été à chaque fois, qui avaient causé des petits 50 millions de morts, 60 millions plus la grippe, etc. Donc je trouvais que cette idéologie comme ça progressive, dite comme ça, c'était pas du tout appliquée de la façon qu'on pensait.
que même après la pensée des progressistes du pacte du contrat national de la résistance, ces 30 glorieuses ont été l'occasion pour les pays pauvres de choses abominables et que la décolonisation s'est très mal passée. Je voulais vous demander si vous connaissiez l'association François Partant, Ligne d'Horizon, qui a fait un immense colloque à Paris en 2002 pour essayer justement de mettre en question ce qui commençait à se mettre en place avec le développement durable. Ils étaient désespérés parce que ça faisait 30 ans qu'ils se battaient contre la notion de développement en disant c'est de la folie. Et maintenant qu'on avait à peu près réussi, on vient nous mettre le développement durable. Donc c'est un colloque avec beaucoup d'interventions internationales qui durait longtemps. J'ai entendu aussi que vous étiez très au fait des histoires de marché financier, de crise financière. Et donc moi, les dernières choses que j'ai vues, lues, entendues et que j'ai trouvées très intéressantes, ce sont des interventions de Gaël Giraud et qui sont assez effrayantes sur la prochaine crise financière qui vient et dont il est dit qu'elle sera 10 fois plus grave que celle de 2008 et qu'on n'aura pas de quoi faire comme la dernière fois. Voilà, et c'est tout. Alors en même temps, excusez-moi parce qu'il y a des choses que je pose comme question et vous avez un peu répondu entre-temps. Voilà. Oui, je connais, mais sans être bien spécialiste, mais oui, François Partant, Louis Dumont, toutes ces réflexions-là sont des réflexions très très importantes et je pense qu'elles sont encore valables aujourd'hui. Elles sont encore tout à fait valables aujourd'hui. Je connais assez bien tout ça, tout ce qu'écrit Serge Latouche aussi, par exemple, vous voyez, sur le développement, Gilbert Risse, sur le développement, je l'explique pour les gens qui ne connaissent pas, le développement, un mythe occidental. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure, c'est l'exploitation du monde tel que Saint-Simon. Il faut voir comment Saint-Simon, relisez si vous avez le temps, c'est fou de comment Saint-Simon avait vraiment imaginé, on en est toujours là aujourd'hui, hein, qu'une entreprise, son travail était d'optimiser l'exploitation du monde. Il faisait une relecture de la Bible comme ça, l'exploitation du monde. Voilà. Et pour ce qui est de Gaël Giraud, oui, je connais un peu, je connais tout ce courant, c'est très intéressant. Lui, il explique. Alors, vous dites qu'il vous fait peur, mais il est aussi assez positif parce qu'il explique comment, avec une autre gestion politique, on pourrait faire avec la finance des choses très très différentes. Mais ça vous fait peur aussi. Et je disais l'autre fois récemment, qu'est-ce qui se passera quand Wall Street aura compris ce que veut dire Anthropocène ? Quand vous imaginez ce qui s'est passé quand Wall Street a compris que quelques maisons, quelques dizaines de milliers de petites maisons en Floride n'allaient pas pouvoir être renversées, vous voyez le cirque que ça a fait. Quand ils auront compris qu'il n'y a plus de baleines, qu'il n'y a plus d'abeilles, qu'il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a plus d'air, qu'est-ce qui va se passer en termes de... Vous voyez, donc oui, alors le financier que je suis vous le dit, on n'est pas à l'abri de... Mais y compris qu'il faudra peut-être en passer par des changements comme ça pour réenvisager une vie possible à l'Anthropocène. Hein. Vous savez, est-ce que Donald Trump n'est pas une chance ? Il arrive 20 ans avant, c'est tout. Mais je ne sais pas, il est une sorte de symptôme de ce vers quoi on va de toute façon. Il y va un peu plus vite, c'est tout. Dans un sens, c'est peut-être une chance. Peut-être qu'il fait mettre le doigt sur des dérèglements du système politique et économique mondial. C'est peut-être une aubaine. Il faut positiver à l'ère de l'Anthropocène. C'est ça, on va réfléchir à ta proposition. En attendant, on va prendre la question d'Yvon. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour. Il y a 2 points sur votre intervention qui m'ont fait un tout petit peu... Alors peut-être que j'ai mal compris, hein, je préfère préciser. Je suis scientifique, je travaille sur des sujets de science. Le problème du rapport entre le savoir et le politique a toujours été compliqué. Les politiciens, en général, mettent les catastrophes sur le dos des scientifiques, alors qu'ils n'y sont pour rien, c'est les politiques qui décident, ce n'est pas les scientifiques. Donc je ne suis pas certain que l'innovation et le savoir, ils peuvent être une source du problème, mais ce n'est pas évident que ce ne soit pas non plus une partie de la solution. Certes, l'intelligence artificielle, la génétique, c'est des sottises. Ça peut être démontré en 5 minutes. Bon. Mais ça ne veut pas dire que la science orientée différemment et l'innovation ne font pas en partie d'une solution du problème. Évidemment, le problème est en politique, comme toujours. Et ma deuxième point sur lequel j'ai un tout petit peu tiqué, vous avez dit quelque chose du genre, le gouvernement par le peuple, ce n'est pas la solution.
Alors, je ne vois pas très bien qu'est-ce qui serait la solution si ce n'est pas le gouvernement par le peuple. Parce que le problème de fond, il est politique, comme toujours. On peut tourner autour du pot tant qu'on veut. Ce ne sont pas ni les scientifiques, ni les agriculteurs, ni les pilotes, ni je ne sais plus quoi. C'est le politique le problème. La question de fond, elle est comment faire en sorte que la politique elle-même change. Alors, vous dites évolution, révolution, je n'ai pas la réponse. Mais je sais une chose, c'est que ça n'est pas le progrès en tant que tel, le savoir en tant que tel, l'attraction par la connaissance, c'est profondément ancré en nous. On veut savoir où on est. Et ça ne changera pas. Tout le problème, c'est qu'il faut le guider dans une direction qui serait meilleure. Et vous avez raison quand vous dites que les financements actuellement des scientifiques, c'est une catastrophe. On ne fait que ce qui est à la mode, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire que le problème vient de là. Le problème vient de comment c'est piloté. Et donc, séparer innovation, science de politique, à mon avis, est une erreur. Bon, est-ce que vous m'autorisez à vous contredire si Bien vous sûr, voulez c'est bien. fait pour On est là pour ça. Je pense que c'est une invitation. Parce que non, je maintiens ce que je dis. Et pourquoi ? Parce que je crois, et vous allez être d'accord, je me dispute avec beaucoup de vos collègues, mais gentiment, parce qu'on est amis. Les sciences sont devenues technosciences. Devenant technosciences, leur système de valorisation, de financement ne sont plus dirigés par le politique. Elles sont dirigées par des logiques financières. Et donc, elles se mettent un peu trop facilement, je voudrais terminer, un peu trop facilement à la remorque des intérêts économiques. Et elles font mine, de temps en temps, ces sciences, de dire on fait des produits dangereux, ce n'est pas de notre responsabilité de les mettre sur le marché, alors qu'on sait très bien que les intérêts qui les mettront sur les marchés financiers n'ont rien de politique. Donc c'est là que j'en appellerai à davantage de conscience, je ne dis pas éthique, je dis morale, des scientifiques, et ils se laissent un petit peu trop facilement acheter, je trouve, en faisant mine d'imaginer que quelqu'un de plus malin qu'eux va pouvoir décider ce qu'on fait avec l'atome, avec le gène ou des choses comme ça. Permettez-moi de vous répondre, on est en total désaccord. Je peux vous dire, il s'avère que je développe un médicament pour les enfants autistes. Je connais le sujet par cœur. Les scientifiques, ceux qui travaillent au CNRS, à l'INSEM, comme moi, pendant des décennies, malheureusement, ils ne sont plus financés. Et là, vous avez raison. Ce qui est à la mode, c'est l'intelligence artificielle, la génétique des sottises. Quand ils font un projet qui n'est pas dans cette direction, ils ne sont pas financés. Donc le problème, ça n'est pas le fait que les scientifiques font ce qu'ils font et le font bien ou pas. Le problème, c'est qu'effectivement, depuis 20 ou 30 ans, pas plus, les économistes ont décidé que la science était intéressante. Ils ont mis les pieds dedans et ils ont acheté ce qu'ils pouvaient acheter. C'est évident. Aujourd'hui, vous voulez développer un médicament, ce n'est pas l'État qui va vous permettre de le développer, c'est les financiers. Vous avez parfaitement raison. Mais d'un autre côté, les scientifiques, eux, font ce qu'ils peuvent. Je parle de ceux qui sont dans le public. Moi, je suis un peu dans le public, un peu dans le privé. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que ce n'est pas simple. Je n'ai pas envie, un chercheur qui débute, qui touche 1 800 € par mois, il n'a pas envie de travailler sur les pesticides. Il n'a pas envie de travailler sur des choses comme ça. Seulement, le financement, il n'est que là. Ça, c'est les politiques qui décident. Et ça, il ne faut pas le mettre sur le dos des scientifiques. Oui, on découvre à un endroit, à un autre, qu'il y a énormément d'initiatives très positives qui seraient reproductibles en perdant moins de temps à tout réinventer. Moi, je rêve qu'il puisse y avoir un site, je ne sais pas, où ça puisse être répertorié, classé, et que l'on puisse réutiliser des choses super. Voilà, il y a des initiatives qui se perdent un peu, c'est dommage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut aussi élargir le propos. Ce dont on manque, c'est une méthode qui met tout le monde d'accord, on va dire, sur le bien et sur le mal. Puisque le bien et le mal viennent de changer. Avant l'Anthropocène, le bien et le mal n'est pas le même qu'après l'Anthropocène. Donc c'est vrai que ce qui manque, c'est une façon de mettre d'accord un principe d'évaluation, une grille de valorisation qui permette de mettre tout le monde d'accord et qui puisse aussi éclairer chacun d'entre nous quand on fait quelque chose. Parce qu'il n'est pas simple de savoir, par exemple, on vous dit utiliser Internet, les nouvelles technologies sont moins consommatrices nous allons vers une culture de la connaissance, c'est moins consommateur, voilà. Mais vous n'en savez rien, vous ne savez pas, on ne sait pas. Quand on creuse, je crois bien que ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. L'économie de la connaissance n'est pas du tout une économie qui permet le découplage entre la croissance économique et la consommation de ressources. Mais on ne sait pas. Personne n'est capable, personne n'a que ça à faire toute la journée à se poser ce type de questions-là. Donc ce dont on manque, vous avez raison madame, c'est un endroit, alors ça ne va pas être un petit site informatique, à mon avis ça ne sera pas ça. C'est un système de pensée, et qui aille, j'emploie des mots un petit peu grandiloquents, mais jusqu'à éclairer les gens qui au moins se posent la question, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal en fonction du nouveau contexte que nous dessine l'Anthropocène. Je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est un gros sujet, c'est pas un petit site, c'est un projet de civilisation. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais venir sur des questions de vocabulaire. À plusieurs reprises, vous avez utilisé le mot progrès. Pour moi, le progrès, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est? Le progrès, ça peut être quelque chose de très bien, comme quelque chose d'abominable, et c'est souvent accompagné de catastrophes. Donc moi, je mettrais à la place de progrès le mot profit. Le mot profit, on ne peut pas se tromper. Il est entre les mains des financiers qui sont une poignée sur la planète. Et nous sommes des milliards à subir les conséquences de l'augmentation de leurs profits. Nous sommes dans l'Anthropocène, donc nous avons le pouvoir de notre avenir entre les mains, nous, les humains. Il y a deux choses contre lesquelles on peut lutter. Une chose contre laquelle on peut lutter, c'est le profit exagéré. Et une chose que l'on peut développer, c'est la solidarité. Et ça, nous pouvons le faire sans aucun moyen, sans aucune philosophie qu'on aurait à construire. C'est tout simple et c'est extrêmement dangereux pour les financiers et pour le profit et pour les gens de pouvoir. Je crois que c'est ça notre futur. C'est ça que nous devons prendre en main. C'est cette solidarité qu'on peut développer à l'infini, qui ne nous coûte rien, qui est à notre portée, à la portée de chacun de nous, avec nos possibilités financières et autres. Et c'est très simple. Voilà. Et dangereux pour le pouvoir qui est en train de nous mener à l'abîme. Je réponds que vous avez parfaitement raison, madame. J'espère que je ne décourage personne d'œuvrer dans cette direction. Mais par contre, j'ai un petit bémol. Vous dites que c'est très dangereux et on a un grand pouvoir entre nos mains. Attention, là vous devez faire fléchir des monstres. Le G100 dont je vous parlais, il a besoin, je veux dire, il y a besoin d'un système coercitif indépendamment. Je ne veux surtout pas vous casser dans votre élan, madame, vous avez parfaitement raison. La solidarité entre ses voisins n'a pas besoin d'une philosophie ou d'un nouveau projet de civilisation pour porter ses fruits. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça qui suffira pour faire fléchir des logiques comme les GAFA aujourd'hui, si vous voulez. Hein. Vous êtes d'accord, je pense que vous serez d'accord avec ça. Si on arrive à avoir une gouvernance mondiale qui est votre idée, donc de convaincre les 100 à se transformer, on va dire, en 20-30 personnes, et avoir une gouvernance mondiale, comment vous faites pour pas que ça se transforme en gouvernance fasciste? Alors moi, je vais vous donner un exemple. Ça a été très bien écrit et expliqué par Aldous Huxley dans son livre Le meilleur des mondes, où en fait, il y a un parti central qui s'occupe de tous les problèmes du monde. Et là, c'est assez terrifiant quand on connaît le livre. Et donc ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez entendu parler du projet de Facebook de Cour suprême internationale? C'est sorti, alors il y a eu une conférence à Berlin. Facebook a réuni des experts juridiques à Berlin il y a 2 semaines. Il y a eu un article dans Le Monde la semaine dernière pour réfléchir à une gouvernance, enfin à une Cour suprême, c'est le mot de Mark Zuckerberg, pour juger des problématiques du monde. Alors, il y a 2 questions dans ce que vous posez. Je vais répondre essayer de répondre à la dernière d'abord et puis à la première ensuite. Mark Zuckerberg, j'ai du mal. C'est du cinéma, tout ça. Il invente l'intelligence artificielle, il fait mine après d'appeler à un droit international pour légiférer. D'ailleurs, si Mark Zuckerberg voudrait être président des États-Unis demain, qui l'empêcherait? Est-ce que quelqu'un, je vous pose vraiment la question, est-ce que quelqu'un pourrait l'empêcher? S'il ne l'est pas, c'est qu'il ne le veut pas. D'accord? Il n'a pas que ça à faire. Il a besoin de valets qui fassent la politique à sa place. Mais voilà. Donc, si vous voulez, en plus,
que cette initiative vienne d'un des G100, il doit être dans le G100 lui, hein, j'imagine qu'on va le mettre dans le G100, je l'intronise, je ne sais plus comment, je l'intronise, n'est pas un bon signe. Ça doit absolument être, ça doit venir, si on veut réinstaurer le politique au bon niveau, c'est un geste politique, ça. Ça doit venir des citoyens, cette demande. Ça doit être paramétré avec des paramètres de citoyens et non pas de milliardaires, cette Cour suprême. Hein, premièrement. Donc, et puis quand on dit, vous savez, une expression comme ça, l'autre fois, il a été convoqué par la Commission européenne à venir s'expliquer. Quand j'ai lu ça dans Le Monde, je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'est lui qui a convoqué la Commission européenne. C'est lui qui a convoqué la Commission européenne pour venir exiger les conditions d'utilisation. Il faut le voir comme ça. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Vous voyez ? Et votre première question, elle est, si on veut rester positif, parce qu'il faut l'être, hein, autrement, dans l'Anthropocène, il suffit de fermer les yeux et puis vous allez bientôt tomber dans le gouffre. Donc il faut avoir les yeux ouverts. Mais si on regarde le néolibéralisme, la façon dont il fonctionne, j'ai écrit un truc là-dessus, il faut quand même voir que ce n'est pas une fatalité qui est tombée du ciel, il n'y a pas un démon qui est venu avec une baguette magique. C'est un programme qui a été mis en place par Hayek, Friedman, qui a eu du mal à se faire entendre, qui a parlé dans le vide pendant 30 ans avant de faire la révolution au Chili, avant de trouver des armées qui soient capables de le défendre, avant de faire le Mont Pèlerin pour qu'ils se réunissent, avant de prendre des décisions de désindexation du dollar sur l'or, avant d'arriver à mettre Reagan et Thatcher au pouvoir pour qu'ils dérégulent. Vous comprenez ? C'est un travail. Et pourquoi ? Là, je ne suis pas du tout un petit oiseau, un petit colibri naïf, mais pourquoi ? Si je voulais voir positivement le néolibéralisme, eh bien, il est vrai peut-être que dans la pensée de ces gens-là, Hayek et Friedman par exemple, eh bien, figurez-vous, allez à la source. Ce ne sont pas des diables. Ce sont des gens, à tort ou à raison, qui ont pensé que ce qu'il y avait de plus grave sur Terre, c'était le politique. Parce qu'on était en 1945-1950, le politique, sur les 10 dernières années, n'avait fait que des âneries, la Shoah, les guerres mondiales, la bombe atomique. Et c'est vrai qu'il n'était pas complètement idiot de se dire « trouvons autre chose que le politique pour gouverner le monde ». Le nazisme et le fascisme, c'était typiquement politique. Hein. C'était vraiment typiquement politique. Il faut s'en souvenir aujourd'hui. Quand nous-mêmes, et moi le premier, je rappelle à une prise de conscience politique pour reprendre les affaires économiques et techniques en main, il faut quand même se souvenir que futurisme et totalitarisme ont eu partie liée dans les années 1930-1940. Donc, il ne suffit pas de dire politique pour que le problème soit réglé. Hein, et donc, je vous dis ça pourquoi ? Donc, le G100 est le système dont nous avons besoin aujourd'hui pour recoordonner sur de nouvelles bases les activités des principaux acteurs de la civilisation occidentale. Eh bien, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, comme l'ont fait les néolibéraux dans les années 50-60, un travail d'abord théorique, un projet de civilisation, en plus trouver des avocats, des juristes, des hommes politiques qui le mettent en œuvre. Voilà. Ben, il y a ce travail à faire à l'ère de l'Anthropocène. J'essaye de répondre à votre question. Ouais, c'est facile. Je reprends la question tout à l'heure sur le fait de comment arriver à convaincre les 100. Moi, j'ai des doutes là-dessus, sur le fait de les convaincre, je crains beaucoup. Moi, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est savoir comment faire pour convaincre le peuple d'une nécessité de changer le cadre dans lequel sont élaborées les lois, et non pas d'attendre qu'un programme se fasse, qui, de toute façon, si c'est une minorité qui détermine un programme, on tombera forcément dans un fascisme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour convaincre les gens de la nécessité de changer le cadre constitutionnel dans lequel sont élaborées toutes les lois. Parce que depuis des lustres, c'est toujours ceux qui ont le pouvoir qui élaborent les lois. Et moi, je pense que le système capitaliste néolibéral, c'est la forme la plus aboutie de l'exploitation de l'homme. Et c'est tout. Non, mais là, j'ai rien à ajouter. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites, monsieur. Simplement, chacun fait sa petite pierre. Hein. Moi, voilà, je pose la mienne, mais vous avez parfaitement raison, complètement raison. Ouais. Et ouais, c'est à tous les niveaux que ça doit être travaillé, bien sûr.